Bonjour à tous. À la une de Smartech, comment résoudre les problèmes de recrutement dans le secteur des technologies? Il existe des méthodes. Mes experts vont partager avec nous leurs bonnes pratiques et leurs solutions. On aura rendez-vous aussi avec Tariq Krim aujourd'hui qui partagera son opinion autour du numérique. Le numérique, une question évidemment hautement politique. On ira voir du côté de où va le web avec de nouvelles histoires autour des métavers. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une application, Henry Trip, pour faciliter ses voyages et ses escapades en France. Dans tous les secteurs, on fait face à des problèmes de recrutement. La tech n'y échappe pas, bien évidemment. On cherche des profils bien spécifiques. Alors, quelles sont ces solutions pour répondre aux besoins urgents de recrutement dans ce secteur? On en parle avec Thomas Bénard, qui est le patron fondateur de Data Recrutement, et Thomas Vergniaud, président fondateur de Wellcode. Avant, je propose qu'on regarde du côté des ponts, des week-ends là, qui vont se prolonger au mois de mai, des vacances aussi de printemps. C'est toujours un moment très agréable. Alors, quand il s'agit de préparer le voyage, ça peut devenir très vite fastidieux. Bonjour Grégory Muratorio, vous êtes le patron et cofondateur de Henry Trip, donc plateforme française qui veut nous aider à préparer toutes ces escapades en France. Pour l'instant, vous êtes sur la France uniquement. Oui. C'est vrai que le départ au voyage, c'est plutôt un moment assez stimulant où on se projette sur la manière dont on va pouvoir s'échapper, les visites qu'on va faire, mais ça peut vite devenir très fastidieux. Quelle est cette difficulté que vous supprimez avec votre plateforme? Tout simplement, il faut rappeler comment on crée un voyage. Il y a deux méthodes à ça. La première, c'est que soit vous passez par une agence de voyage, donc quelqu'un le fait pour vous, soit la deuxième, c'est vous qui le faites. Oui. Votre propre agent de voyage et vous allez scruter sur les différents blogs, les fois réseaux sociaux, toutes les informations. Si je demande à quelqu'un de le faire pour moi et qui ne fait pas partie de ma famille, a priori, ça va me coûter de l'argent. Je vous confirme, ça peut coûter très cher. Donc en général, on prend l'option 1, surtout pour un week-end prolongé. C'est exact. Mais ce n'est pas pour autant que ça vous garantit de trouver tout ce qu'il faut. Et puis ça vous prend beaucoup de temps pour trouver tout ce qu'il faut. Et en fait, avec Henry Trip, c'est tout simplement un travel planner de tout ce qui est activités culturelles et loisirs. Plus de 100 000 activités aujourd'hui référencées. C'est le numéro 1 aujourd'hui en France sur ces activités. Et vous avez la possibilité de sélectionner les activités que vous souhaitiez voir dans votre lieu et vous les ajoutez à un trip. Et si vous avez tout simplement... Mais est-ce que c'est la plus grande difficulté, ça, aujourd'hui, de trouver les lieux à visiter, le patrimoine culturel français, on le connaît? Vous connaissez sûrement les grands lieux, mais vous ne connaissez pas forcément les petits. Quand vous prenez un gros lieu touristique, vous ignorez souvent qu'il y a une dégustation de fer à proximité, qu'il y a par exemple une balade le long de l'eau. Toutes ces choses-là, souvent, sont difficiles à trouver parce qu'il faut savoir quand même que plus de 36% aujourd'hui des activités culturelles et loisirs ne sont pas référencées sur Internet, c'est-à-dire qu'elles disparaissent de Google. Ah. Donc on a un problème de digitalisation. Exactement, de digitalisation. Dans le domaine du tourisme fait en France. partie du troisième secteur le moins digitalisé de France. Oui. Il faut le savoir. Donc c'est quand même aujourd'hui une vraie problématique et c'est là-dessus que nous sommes positionnés avec un travel planner à destination de n'importe qui souhaite partir en voyage. C'est complètement gratuit. Et il y a même la possibilité aussi d'accéder à des trips qui sont déjà faits par des ambassadeurs sur des territoires et qui sont d'ailleurs plutôt fort sympathiques puisqu'ils sont pensés pour visiter en totalité le lieu où vous allez. Alors quand vous dites des trips, c'est-à-dire qu'il s'agit d'itinéraires, c'est pas juste lister en fait l'ensemble des points de vue. D'itinéraires, tout à fait. Et vous avez même la possibilité de passer un package qui est au-dessus, par contre que nous rémunérons, qui sont en fait des guides de voyage complets avec un ensemble d'informations très large, qui va également dans le resto, qui va également sur les restaurants que nous conseillons, les hôtels, etc. Et ça, on appelle ça les expériences. Et vous avez d'ailleurs la possibilité d'en acheter sur Henry Trip. Donc je peux créer mon voyage sur mesure, mon itinéraire, mes points de chute, tout ça. À quel point ça peut être personnalisé par rapport à mes attentes? Complètement personnalisé. C'est-à-dire que... Alors, ça, c'est l'étape numéro 2, mais on en parlera, je pense, sur ce plateau. Mais l'idée à terme, en fait, c'est que vous rentriez un ensemble de données relatives à ce que vous voulez faire, et automatiquement, la plateforme va vous les proposer. Quel type de données? Quel type d'informations? En fait, on est capable, au fur et à mesure de votre parcours, d'identifier que vous préférez, par exemple, des musées, vous préférez, par exemple, faire une activité en plein air, par exemple, l'après-midi. Et naturellement, dans votre parcours utilisateur, la plateforme va apprendre à vous connaître et vous proposer ce type d'activité. Jusqu'où ça va, la personnalisation? Parce que on a l'habitude de dire c'est plutôt un week-end en famille, un week-end à deux.
ou plutôt baroudeur. Enfin voilà, tout ça, ces profils, on les connaît, ils existent déjà, ils sont déjà proposés sur les plateformes touristiques. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle tous les jours, en tout cas dans Smartech. J'imagine que vous pouvez faire une proposition plus intéressante. Exact. Et aujourd'hui, on est en train de développer tout simplement un chatbot qu'on appelle Henri. Et vous discutez directement avec lui, vous l'informez de là où vous voulez aller, de ce que vous aimez, etc. Et il va naturellement, au fur et à mesure de votre discussion, vous construire votre itinéraire. Et c'est ce que nous développons maintenant depuis 1 an. Nous avons d'ailleurs une première version que nous mettons à disposition de nos utilisateurs, je dirais, préférentiels, qui nous ont suivis depuis le départ. Et notre objectif, c'est de le déployer à large échelle. Et est-ce que vous pensez utiliser des briques comme ChatGPT? Exact. Aujourd'hui, avec l'évolution depuis quelques temps de l'IA, qui a fait un progrès extraordinaire, on avait un programme, par exemple, qu'on avait prévu sur 2 ans. Aujourd'hui, je pense qu'en 1 an, on sera capable de le réaliser. Donc, il y a un énorme travail de veille sur les outils, sur les technologies. Après, c'est pas anodin. Hein. Quand je vous dis d'utiliser des briques de ChatGPT, c'est pas anodin. Ça veut dire que ces informations très personnelles sur mes loisirs, mes vacances, vont être confiées à un serveur hébergé aux États-Unis. Alors, tout dépend de comment vous déployez votre technologie. Mais nous, par contre, nous avons travaillé depuis le départ, et c'est ce qui ralentit aussi notre progrès, sur le respect, bien sûr, de la vie de l'utilisateur et donc le respect à la vie privée. Et de ce fait, toutes les données que vous saisissez sont conservées, et c'est bien stipulé d'ailleurs sur notre plateforme de conditions générales, en interne, et on ne peut pas les utiliser à des fins commerciales ou bien les transmettre, par exemple, à ChatGPT en l'occurrence. D'accord, donc vous ne ferez pas appel directement à Non, la plateforme. exact. Vous allez développer vous-même votre outil. Mais vous avez aujourd'hui des technologies européennes qui sont très bien développées et qui sont aussi très sécures. C'est un peu plus long, mais il existe quand même pas mal de technologies à disposition. C'est vrai qu'on travaille quand même dessus en France. Mais pas du tout. On en a reçu ici d'ailleurs des prétendants français et européens à ChatGPT, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore aujourd'hui atteint le même niveau. Hein. Tout à fait. Je me permets également d'ajouter ce qui explique qu'on soit les meilleurs pour connaître ces activités culturelles et loisirs, c'est qu'en fait nous travaillons directement avec eux. On leur met à disposition pour des châteaux, des musées, des parcs, des jardins, une application de visite à destination de leurs visiteurs. Donc quand le visiteur arrive, il a, au lieu d'avoir un vieil audio guide technologie des années 2000, il a une application de visite, tout simplement. D'accord. Et c'est beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette application alors ? Tout ce qu'il y a dans ce château, dans le parc, dans le jardin. Vous avez un vrai parcours sur une carte interactive avec des informations qui arrivent à la fois sous forme audio, vidéo, podcast évidemment, et on retrouve des petites photos. Vous avez également des petites spécificités avec des quiz qui permettent de, rendre plus ludique en fait le parcours, et ça permet aussi de penser aux enfants parce que souvent dans une activité culturelle, vous allez dans un château, les enfants, les pancartes, ils commencent à en avoir marre. Donc ça permet d'éviter aux parents de se retrouver à gérer en plus les enfants. Ouais, ce qui est fou, c'est de vous entendre parce qu'on se dit, on en est encore là. Parce que là, vous nous parlez à la fois d'un service que vous rendez aux voyageurs, à ceux qui ont envie de préparer leur voyage sur mesure, tout seul et de manière pas trop fastidieuse. Et aussi, vous nous parlez de l'importance de numériser ces métiers du tourisme. Complètement. Il faut savoir que seulement 1% quand même aujourd'hui de ces sites touristiques ont une application de visite. 99% des sites touristiques n'ont pas d'application de visite. Mais peut-être est-ce une question de budget ? C'est une question de budget, oui, principalement. C'est ce que nous avons identifié, mais pas que. Il faut savoir aussi que la technologie des années 2000, qui sont les audioguides, est plutôt facile à maîtriser. Oui. C'est plus simple de faire un audio que vous lancer dans la création d'une application. Donc, c'est ce travail-là que nous avons fait en amont. Et ce qui fait aujourd'hui que nous sommes... Et donc ça vous fait un double modèle économique. D'un côté, un site gratuit pour le grand public. Complètement gratuit, qui permet de mettre en avant nos professionnels avec qui nous travaillons. Et de l'autre, là où par contre nous rémunérons, c'est forcément sur la mise à disposition de cette application de visite. Et quand, parce que dans la progression du voyage, je peux directement réserver ma visite, mon hôtel peut-être aussi. Alors tout à fait, vous avez la possibilité au fur et à mesure de votre parcours. Et là, parcours. vous ne prenez pas une marge ? Alors, on récupère en effet une commission, je vais être transparent, une commission sur à chaque fois que vous réservez une chambre, un hôtel, etc. Tout à fait. Ok. Et vous êtes en cours de levée de fonds ? Et nous sommes également en cours de levée de fonds, ça fait partie... Auprès de qui ? Vous essayez de séduire qui ? Nous essayons de séduire plutôt des business angels. Nous sommes sur notre première levée de fonds. Nous visons à peu près aujourd'hui 1 million d'euros. Et c'est pour cette raison que nous adressons à des business angels. Pour en faire quoi ?
L'idée pour nous est de développer sur 2 points. La partie technologique, renforcer donc et avancer par rapport à cette IA, puisque ça avance quand même relativement vite. Et la deuxième partie, c'est le renforcement commercial au niveau de nos équipes. Aujourd'hui, nous sommes plutôt bien présents en région Occitanie et en région Aquitaine. Et l'objectif, c'est de se développer à l'échelle du territoire national. Vous avez aussi pour ambition d'aller un peu plus loin que les frontières de la France Ça sera ou une question qui se c'est vraiment posera. une application française Henry Trip, aujourd'hui, c'est pour le les voyages Made en in France. France, pour le voyage en France. Mais nous ouvrons évidemment des pistes de réflexion à l'étranger. Et ça fera partie peut-être d'une seconde rencontre entre nous. Mais pour l'instant, la France reste notre priorité. Très bien. Et alors, je précise quand même que le site, il est ouvert, accessible. Tout à fait. On peut l'utiliser pour préparer ses vacances de printemps ou ses week-ends du mois de mai. En revanche, l'application, pas encore. Vous Alors, pensez être prêt là, pour les ponts du mois de mai? On sera prêt pour les ponts. Vous avez aujourd'hui quand même une web app. Donc, ça veut dire que quand vous allez directement sur votre smartphone, vous allez sur notre site, il se présente comme sous la forme d'une app. Donc, ça reste quand même très agréable pendant le parcours utilisateur ou pendant l'expérience de visite. Mais la partie applicative arrive début mai, en effet. Donc, on sera présent pour le premier pont. Super, bravo. Voilà. Et je vous invite d'ailleurs à retrouver donc Henry Trip sur les stores. Et alors, qui parle expansion parle problématique de recrutement. C'est notre sujet à la une aujourd'hui. C'est exact. Comment ça se passe pour vous? Écoutez, plutôt de manière positive. Nous, on ne rencontre pas forcément de problématiques, mais on est aujourd'hui sur une équipe qui est quand même réduite. On est 15 personnes, on n'a pas eu de soucis. On a vraiment travaillé, nous, d'abord sur une identité, une marque employeur assez forte. Et nous communiquons là-dessus de manière très régulière. Donc, on a de nombreux contenus qui permettent aux futurs candidats de nous identifier rapidement. En plus, nous avons quand même un bel aura sur la région toulousaine, même sur la région Occitanie, donc on attire. Néanmoins, on rencontre des problématiques, surtout que c'est la partie développement informatique, où là, on a du mal à trouver les bons profils et on fait appel d'ailleurs à des cabinets de recrutement. Et ben voilà, vous lancez notre sujet, c'est l'objet du Tech Talk. Quelles sont les solutions les plus rapides, les plus efficaces pour répondre aux besoins urgents de recrutement dans la tech? On en parle avec Thomas Bénard, CEO, fondateur de Data Recrutement, donc cabinet de chasseurs de tête. Alors vous nous dites de nouvelle génération. Nouvelle génération, oui, parce qu'on a... Bon, maintenant, ça fait quand même 7 ans qu'on existe, mais on essaye de nous différencier de toutes les solutions d'autres cabinets de chasse par une surspécialisation de nos chasseurs de tête et une formation beaucoup plus importante. Et des backgrounds aussi de nos équipes qui sont beaucoup plus seniors. Pour en particulier le secteur de la tech, pour les startups de la French Tech. Vous publiez une étude sur les salaires qui rassemble les données de 7500 candidats chaque année et puis un classement, le Tech 500, qui regroupe les 500 entreprises qui recrutent le plus en France. Alors vous allez évidemment nous les dévoiler, peut-être déjà un aperçu des salaires? Alors, sur les salaires... Les salaires dans la tech aujourd'hui? Alors, ils flambent. Ouais. Voilà. Ça continue? Une information clé, c'est que oui, ça continue. On a, sur le 12 mois glissant, une augmentation de 8,3% des salaires. Donc oui, il y a toujours une pénurie des cadres qui est importante et une pénurie aussi des fonctions tech qui est très importante. Et donc on a une tension sur les salaires qui reste présente, même si les levées de fonds ont pu diminuer en termes de valorisation, notamment dans le SaaS. Oui. Donc on peut se retrouver avec des niveaux de valorisation auprès des C-level au niveau des salaires ou sur certains sales qui ont diminué, mais sur des profils tech ou des profils product et design ou data, on va continuer à avoir une inflation de l'ordre de 8 points qu'on constate dans la déclaration des candidats. Bon, plutôt une bonne nouvelle pour les candidats. Du côté du classement donc, de ces 500 entreprises qui recrutent le plus, on va pas les donner toutes, évidemment. Non. Mais peut-être des secteurs, des grandes lignes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce classement, donc le Tech 500 regroupe les 500 entreprises qui ont eu le plus de recrutement sur les 12 derniers mois. Donc, c'est très intéressant à la fois pour les candidats qui peuvent y trouver des endroits où exprimer leur talent et avoir des fast-track carrières plus intéressantes. C'est très intéressant aussi pour les entreprises qui peuvent mettre en avant leur marque employeur. C'est un classement 100% gratuit, hyper simple, avec simplement un critère, la croissance des effectifs. D'accord. Une des premières surprises, c'est qu'il n'y a pas un secteur. Moi, je m'attendais à ce que, quand j'ai construit ce classement il y a 2 ans, à ce que le SaaS, par exemple, soit prédominant. Il représente quand même 25% des business models derrière ces entreprises, mais on retrouve tout un tas de business models, du e-commerce, des legal tech, du conseil, des applications basées sur des commissions, enfin des plateformes. On retrouve tout un tas de business models différents. Et ça, c'est comme ça chaque année ?
Oui. Ouais. Alors, avec vous, pour débattre de ce sujet du recrutement et des bonnes pratiques à appliquer, Thomas Vergniaud, président fondateur de Wellcode. Bonjour. Alors, organisme, vous, de formation, là aussi très spécialisé, puisque vous êtes entièrement voué aux recruteurs dans l'IT. C'est hyper pointu. Oui, tout à fait. On est le premier, on est le premier organisme de formation spécialisé dans les recruteurs IT. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces recruteurs IT? Alors en fait, ils sont déjà extrêmement intéressants. Ils font un job passionnant. Alors moi, je suis issu de la tech, parce que je suis un ancien tech. J'ai fait plus de 20 ans dans le domaine de la tech. Et j'ai été énormément chassé. Et on m'a essayé de me recruter sur LinkedIn avec des messages. Et ça se passait pas très très bien. Ouais. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une disparité énorme entre le métier qui est l'IT et le métier du recrutement. Et en fait, c'est pour ça que les recruteurs sont plutôt issus de formation RH, RH, et non pas le background suffisant en fait pour comprendre le métier, c'est ça? Alors que c'est la première vitrine de la marque employeur d'une société. Donc, effectivement, le candidat IT, la première personne qu'il voit, c'est un recruteur dans le domaine de la tech. Donc la lacune que vous comblez avec vos formations, c'est plutôt de la spécialisation sur l'IT. Alors nous, on ne va pas leur apprendre à devenir recruteur, puisque c'est leur métier, mais on arrive avec une brique métier IT. Donc nous, effectivement, l'objectif, c'est qu'ils gagnent en crédibilité, en légitimité, en spécificité technique, pour aller le plus rapidement, pour aller trouver des candidats très rapidement. Alors, et restez avec nous aussi autour de la table pour parler de ce sujet. Grégory Muratorio, PDG cofondateur de Henry Trip, dont on a parlé juste avant dans l'interview pour préparer nos voyages. Vous nous avez dit, je veux grandir, lever de fonds, il va falloir que je recrute. Donc, c'est bien, vous nous partagerez votre expérience. Déjà, une question pour vous, Thomas Bénard. Le contexte sur le recrutement de ces profils tech spécialisés, est-ce qu'il est aussi tendu qu'on le dit ? Parce que la situation est vraiment très problématique. Ça reste encore très très compliqué pour recruter une équipe tech data. Il faut déployer beaucoup de qualité, comme on le disait. Aujourd'hui, on a des développeurs qui reçoivent jusqu'à un message par jour. Et on a l'intégralité des développeurs qui pourraient démissionner ce soir, aujourd'hui, et être recrutés demain. Vous êtes sûr de ça ? C'est fou, ça va donner des envies de partir. Alors, les entreprises déploient beaucoup d'efforts pour garder leur talent, que ce soit en termes de rémunération, mais surtout en termes de montée en compétences, de culture, d'affinité, qu'il faut qu'ils arrivent à garder leur talent. C'est ça. Alors, on va regarder aussi, Thomas Vergniaud, peut-être du côté d'abord de là où trouver ces bons profils tech. Alors effectivement, on va les trouver sur des plateformes. On va être chez les concurrents ? Très spécialisés, on va faire du sourcing chez des concurrents. Mais moi, je voulais revenir sur un point qui est très important, c'est l'attraction. C'est-à-dire comment est-ce qu'on attire ces talents techniques. C'est vraiment extrêmement important. Donc la première chose, c'est qu'il faut aller leur proposer un salaire, effectivement Thomas en parlait, un salaire convenable. En période de crise, c'est la première chose qu'on regarde, c'est le salaire. Ensuite, c'est le package salarial. Et après, il faut qu'on ait un équilibre vie perso et vie professionnelle. Donc il y a forcément des jours de télétravail qui sont donnés. Ça, c'est un critère essentiel. Et ensuite, c'est le challenge technologique. Qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces candidats-là dans la société ? Ils vont travailler sur le produit, mais sur un challenge technologique. Et c'est ça qui est très important. Et après, il y a un dernier point qui est super important aussi, c'est la partie, il faut élargir les recherches. Quand on est une société pour trouver des candidats techniques, il faut un petit peu arrêter de se cliver sur le bac +5 en informatique ou en école d'ingé. Et il faut arriver sur des juniors, sur des seniors. S'il y a déjà l'expérience d'un poste équivalent, en général c'est ça, les offres d'emploi, c'est quelqu'un qui a déjà fait la même chose ailleurs. En fait. Ou alors, effectivement, le CTO limite fait partie de cette ancienne école d'ingé, donc on va favoriser l'alumni. Bon voilà, il y a aussi que ça peut arriver. Mais alors, on va élargir jusqu'où ? Comment est-ce qu'on procède justement pour son sourcing ? Alors, effectivement, il va déjà falloir comprendre qu'est-ce que la tech. Avant de faire du sourcing, il faut comprendre les mots-clés, il faut comprendre le vernis, il faut comprendre le jargon. Il faut s'intéresser déjà premièrement à ces candidats. Dans ressources humaines et dans recrutement, il y a humain. Donc déjà, il faut connaître le profil de la personne. Une fois qu'on a connu le profil de la personne, on va faire du scan de CV, des choses comme ça. On va essayer d'identifier ses talents, soft skills et hard skills. Et après, on ira sur des outils. Mais d'abord, il faut privilégier la base, c'est-à-dire le vernis, comprendre ce que l'on recherche, qui est la personne, ce qu'il fait et comment est-ce qu'il doit fonctionner. Mais alors, où est-il ? J'en reviens à ma question. Où je vais le chercher, ce profil tech ? Alors, on a quand même 99% des développeurs qui sont sur LinkedIn. La problématique, c'est pas tant de les trouver que d'être en capacité de les convaincre de s'intéresser à l'offre d'emploi. Là, vous venez de dire, donc, il faut que je passe par LinkedIn aujourd'hui si j'ai besoin de recruter, de toute façon. Alors, LinkedIn, après, propose l'ensemble des développeurs, mais parfois,
comme ils sont sursollicités, ils ne répondent plus. Ouais. Donc il faut le bon hack, c'est de sursoigner son approche et même le fond derrière, comme on se le dit. Après, on peut passer aussi par d'autres canaux, donc le téléphone, l'email ou l'événementiel. Et donc on se sert de ces 4 canaux, mais la base de données, on va la retrouver aussi un peu sur GitHub ou sur du réseautage. Mais On ne va pas chercher du côté des écoles, par exemple? Alors moi, après, je suis assez spécifique parce qu'en termes de cabinet de chasse, nous, on intervient surtout Oui, sur des niveaux vous avez confirmés, des 3 ans et profils plus. confirmés. Et donc, un peu moins en termes d'école. Le problème, c'est que le marché est un petit peu tendu là-dessus. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller voir des gens qui sont confirmés, multitask, avec une expérience définie de 2 à 5 ans sur les Oui, mais est-ce que c'est pas ça le seniors. problème? Est-ce qu'il ne faut pas apprendre à faire grandir aussi C'est ce que dans son entreprise? Poser là-dessus. Je partage aussi. Oui. Parce que vous allez les chercher où, vos profils tech? On a 2 types de profils. On a le profil senior confirmé, qui est quand même nécessaire pour structurer, en tout cas. Et par contre, il y a un ensemble de nos salariés aujourd'hui, ils sont issus des écoles et nous les formons en interne. Ouais. Et ça fait aussi partie de notre rôle en tant qu'entreprise. Former, Alors, accompagner, il y a et faire monter en effectivement compétences. aller les chercher à l'école et les faire grandir, leur apprendre le métier finalement chez nous. C'est pas mal parce qu'ils sont formés sur mesure. Il y a aussi la question des équipes en interne qu'on peut peut-être proposer sur des postes différents. Alors, par contre, passer sur du code quand on est commercial, Ouais, c'est quelque chose que j'ai assez peu vu. ouais. Parce que ça demande en fait un background, un apprentissage logique, mathématique, et puis c'est comme l'apprentissage d'une langue. D'ailleurs, on parle de langage sur le code, donc c'est relativement long et ça pourrait être trop coûteux, avec parfois des déceptions. Alors, on a quand même des organismes comme le Wagon ou d'autres qui se lancent, mais par exemple, nous, nos clients sur Ruby ne veulent pas. Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, d'ailleurs, visite le Wagon. Voilà. Oui, hier. Ouais, Tout à fait. ouais. Donc, gros succès pédagogique, mais souvent, on a des profils business qui s'acculturent à la tech, mais après un parcours, alors ils doivent avoir différents parcours, mais un parcours de quelques semaines, quelques mois, on ne devient pas développeur. On peut développer un site web, on peut être Ouais. acculturé. Après, il y a les briques no-code, low-code qui Exactement. peuvent aider à faire progresser aussi dans l'entreprise. Les recruteurs IT, vous leur dites aussi d'aller regarder dans leurs équipes en interne? Bien sûr, ils peuvent aller regarder dans l'équipe. Alors, alors moi, ce que je propose en général, pour faire de la rétention de talent, c'est d'aller travailler sur le mentorat ou le pair programming. C'est-à-dire d'essayer d'avoir des mentors, des gens qui sont là pour vous former en interne, pour vous faire évoluer. Et donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, le pair programming, c'est comment est-ce qu'on va trouver des solutions en interne pour travailler ensemble sur un bug, sur une partie de code. Et ça, c'est très apprécié des candidats tech. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte d'atelier qui se crée au sein de l'entreprise et tout le monde est amené à y participer éventuellement. À aller débugger, on y va à plusieurs, et ça, c'est très intéressant. Ça fait monter en compétences. On n'a pas de frein managérial avec la personne en face de soi. Et donc, du coup, ça permet de se lâcher, de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement pour l'entreprise. Ouais. Et puis, en plus, ça fonctionne bien avec l'état d'esprit tech. Sur la France, est-ce qu'il y a des spécificités dans le recrutement, dans le secteur tech français? Est-ce qu'on a des particularités? Est-ce que on a une approche Moi, j'ai noté qui vous semble efficace? par rapport au Royaume-Uni, nos chasseurs de tête sont plus juniors. Ça, c'est quelque chose dans lequel je ne crois pas et que je regrette. Et chez nous, on investit plus sur notre masse salariale pour avoir des chasseurs de tête qui sont plus seniors, parce que je pense que quand on approche un candidat, d'avoir une maturité professionnelle plus importante, ça nous permet d'extrapoler beaucoup plus de choses à partir d'un CV et justement de personnaliser une approche et d'embarquer le candidat sur des points de frustration qu'il peut avoir dans une grande entreprise, une petite entreprise ou dans un secteur. Ouais. Et donc cette maturité, elle existait moins en France, il me semble, mais on se soigne, c'est-à-dire qu'en ce moment, le métier de Talent Acquisition Manager en interne s'en oublie, notamment avec la pénurie. C'est devenu le goulet principal d'étranglement, et donc on se retrouve à avoir une fonction RH qui est beaucoup plus valorisée, me semble-t-il, en interne, et en tout cas on le retrouve dans le salaire, par rapport à il y a 5 ou 10 ans, où en fait on avait des fonctions support, on recrutait parfois des personnes qui n'étaient pas du tout business, qui n'étaient pas très intéressées en fait aux fonctions et qui pouvaient être recrutées autour de 28-30K plus 2-3K de variables, alors que maintenant on a des talent acquisition managers qui gagnent 50, 60, 70K. Et donc on se retrouve avec... donc plus de maturité du côté des chasseurs de tête. Mais ensuite, quand vous récupérez des candidats, vous avez trouvé les bons profils pour les entreprises, j'imagine que vous travaillez aussi bien pour de la French Tech que pour de la tech étrangère. Est-ce que là, vous voyez des différences sur la manière dont le candidat est accueilli ? Alors, sur la capacité d'attraction des entreprises tech françaises et tech
américaine Bon. ou autre. Nos recrutements, à l'étranger, ils pèsent 2% de nos recrutements. Donc, pour quelques filiales de scale-up qui recrutent à l'étranger, on les accompagne. Mais c'est assez ponctuel. Je ne parle pas de recruter à l'étranger. Hein. Je parle de recruter en France, mais pour une boîte étrangère. Ah ouais. Je sais pas, des candidats pour Amazon, par exemple. Ça va être peut-être plus processisé sur les boîtes américaines. Ouais. Et puis après, on a une rémunération qui explose. C'est là où ça fait la différence. Sur un Salesforce, sur un Salesforce en Amazon, on a des salaires qui sont vraiment différents de la tech française. Ouais. Je pense qu'il y a 2 points sur ce sujet. Il y a la notion de salaire, il y a la notion d'expertise. Et en France, on regarde avec le CV, avec l'école. Alors que dans les pays anglo-saxons, non. En fait, il faudrait mettre une personne avec une école intéressante, avec un super parcours, et la même personne avec le même niveau techniquement sans école. Et en fait, il faudrait les tester sur un processus technique d'onboarding pour voir un peu quelle est leur valeur. Et donc, oublier ce côté, parce que c'est un biais, en fait. Moi, je trouve que c'est un biais dans la partie recrutement. Oui, mais la première rencontre qu'on va avoir avec le candidat, c'est quand même le CV. Oui. Sur la partie technique... C'est marrant, j'entends ce que vous dites sur cette partie CV. Il ne faut pas oublier quand même que l'Europe a poussé à aller jusqu'au master, donc c'est quand même une tendance européenne et pas que française. C'est pour ça que je me permets de contextualiser, alors que les Américains ont une vision différente à ce niveau-là. Mais il n'empêche que je le constate et je vous pose la question également. Moi, je remarque au niveau des startups, on est beaucoup à se servir du CV, mais à regarder également, en effet, toute la partie expertise, pas forcément, je dirais, expérience. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans le milieu des startups ? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que les startups font passer des tests techniques ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. D'accord. Ça, c'est Il y a aussi une sorte un de bac sujet. à sable, en fait, avant de Ça, c'est rentrer. aussi un vrai sujet, c'est-à-dire que pour aller plus loin, pour avoir une meilleure attraction, pour moi, il faudrait supprimer certains paliers dans le processus de recrutement. Lesquels ? Les entretiens. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 5-6 entretiens, il faut en faire 3. C'est un technique, un CTO, et aller beaucoup plus vite pour le candidat. Si on a des réponses et un feedback positif, on sera extrêmement intéressé d'aller rejoindre l'entreprise. Ça fait partie de la marque employeur qu'on abordera plus tard. Exact. Ouais, alors là, allons-y. Moins de 2 semaines. Parce en tout cas, que nous, c'est la règle qu'on se donne entre le début l'horloge du tourne, CV. donc on va pas l'aborder plus tard, on va l'aborder maintenant. La marque employeur, vous y avez fait référence tout à l'heure en disant on travaille notre marque employeur pour être attractif. Comment est-ce qu'il faut travailler sa marque employeur ? Alors, il y a tout un poncif sur tout un tas d'éléments, mais je crois que le plus important, c'est le fond. Il ne faut pas oublier, bien sûr, il y a le package, il y a le temps de travail, il y a la culture d'entreprise qu'on peut avoir, mais le point numéro 1 pour lequel on rejoint une entreprise, c'est aussi la mission. Il faut que le quotidien de la mission, et là où elle va nous emmener dans notre carrière, ce soit intéressant. Et donc, le premier point, je pense, d'une belle marque employeur, c'est de réfléchir, OK, en tant que fondateur, je réfléchis à mon besoin, mais qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je mets sur la table comme proposition de valeur pour le candidat, et ça passe par un quotidien qui va être intéressant, qui va aussi l'emmener vers un demain qui sera plus intéressant encore. Après, il y a pas mal de choses fumeuses aussi autour de la marque employeur. Bon. On peut être transparent, complètement. Moi, la notion de plan de verte, baby-foot, ces choses-là, ça n'attire pas les techs. Moi, je suis un ancien tech, je vois ça ne m'attire pas du tout. Il faut être clair sur ces sujets-là. Moi, ce qui va m'attirer, c'est le challenge technique, en tant qu'ancien tech. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir utiliser mes skills, mes hard skills, c'est-à-dire mes compétences techniques, logiciels, software, tout ce qui est langage de programmation, par exemple. Est-ce que je vais m'améliorer ? Est-ce que je vais avoir un vrai challenge technique dans l'entreprise pour le produit ? Et c'est ça qui est très important. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais la difficulté, c'est que j'imagine que les entreprises aussi ont besoin de profils tech qui font des choses moins intéressantes, qui gèrent le quotidien, les débugages. Tout est intéressant et chacune des missions... Il y a des frustrations dans les équipes quand même de codeurs. Il y a des frustrations, évidemment. Mais pour moi, je suis d'accord, mais ça doit se décliner à l'échelle de toute l'entreprise. Chacun doit avoir un challenge. C'est important, en fait, d'être animé aussi par l'envie de faire avancer l'entreprise, c'est certain. Mais également, personnellement, d'avoir un défi auquel on fait face. Oui, mais si on est en phase de recrutement et qu'on promet la lune au codeur en lui disant qu'il va pouvoir s'éclater, développer plein de trucs, alors qu'en vrai, son travail, c'est de débugger, de faire des mises à jour. Transparence. Il faut être extrêmement transparent. Il faut tout de suite annoncer les tâches, c'est-à-dire de la documentation, du debug, de la création de fonctionnalités et du test. Moi, en tant que candidat, je peux poser la question à quelle hauteur en termes de pourcentage je vais avoir sur toutes ces différentes tâches. Ça me donne, est-ce que je vais me retrouver un petit peu à faire que du debug toute la journée ou est-ce que je vais créer de la valeur pour l'entreprise avec un challenge technique. Ça c'est vraiment les éléments clés pour obtenir un poste et aller trouver. Parce que la question, c'est aussi la fidélisation. Enfin, comment le garder, le talent. D'où le parcours. Vous allez les chasser en plus, vous essayez de les faire sortir. Mais d'où le parcours d'évolution.
où il faut toujours être dans la dentelle et regarder pour chaque personne, c'est là où on parle quand même de ressources humaines, où il faut regarder à chaque fois qui a la légitimité pour passer à la next step et prendre je sais pas, le leadership sur une équipe ou prendre un sujet, un périmètre du code à développer. Et c'est comme ça qu'on garde les talents. Après, je pense qu'il faut un peu dédramatiser sur la période du recrutement parce qu'on y attache une importance. Pour moi, la période qui est la plus importante, c'est ce qui se passe après le recrutement, c'est-à-dire les 3 premiers mois. Et d'ailleurs, l'onboarding qu'on appelle période d'essai, nous, chez nous, en tout cas, on y a accordé une importance forte. Et c'est là-dessus sur lequel je pense qu'on est en capacité de faire la différence. Il ne faut pas oublier que le candidat, c'est ce qu'on dit lorsqu'il intègre l'entreprise, c'est on vous promet ça, on est transparent là-dessus, mais vous allez pouvoir le voir. Et si vous voulez nous quitter à n'importe quel moment, vous pouvez nous quitter. Mais faites-nous confiance, on ne vous ment pas. Et en règle générale, lorsque vous avez été transparent, la période d'essai se passe plutôt bien. On est en plus très proactif là-dessus, aux écoutes du candidat, et ça permet aussi d'envisager la suite et une longue relation. Est-ce que vous constatez justement, vous qui êtes des experts du recrutement, une relative stabilité dans les postes tech ? On revient à la normale. À un moment, ça devenait un petit peu... Il y avait beaucoup de levées de fonds, il y avait énormément de startups ou de très grosses sociétés qui démarraient, on embauchait à l'appel des ingénieurs. Et je trouve qu'on revient à la normale. C'est-à-dire, pour moi, il y a un peu moins cet effet... Quelle est la durée d'ancienneté moyenne dans la tech ? 2 ans. C'est 2-3 ans. Ah oui, c'est quand même pas beaucoup. Ouais. Mais non, ça reste. On voit quand même une rotation très forte. Ah oui. Ça reste une tension élevée, selon moi, avec encore beaucoup d'approches. Les candidats sont plus prudents. On peut avoir dans le métaverse ou avant on avait des levées de fonds assez importantes, même sans business model ou sans market fit. Ouais. Et on pouvait rejoindre une entreprise parce qu'elle nous semblait intéressante d'un point de vue notoriété. Aujourd'hui, on va quand même vérifier qu'on a une certaine solidité. On va avoir des questions sur la solidité financière de l'entreprise, mais ça Même reste... s'il n'y reste que 2 ans, ça les intéresse de s'assurer que la boîte est solide. Oui, tout à fait. En période de crise, c'est important de savoir où on va. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'avant, c'était les entreprises qui recrutaient. Maintenant, c'est les candidats qui choisissent les entreprises grâce à la marque employeur. Ouais. Donc, ça fait une vraie différence. Un candidat, il va être sur LinkedIn et effectivement, il ne va pas se mettre open to work. C'est-à-dire, je ne suis pas disponible sur mon réseau. Un candidat, on ne sait pas, on va lui faire une proposition. Et effectivement, sur cette proposition, est-ce qu'elle est équivalente ou plus intéressante que ce qu'il a ? Et c'est comme ça qu'on pourra le chasser. Ouais. Voilà, donc c'est très différent. Et alors, combien ça coûte, le recrutement ? De plus en plus cher aussi, j'imagine. Un peu moins cher en ce moment. Ah. Les entreprises peuvent faire leurs courses et peuvent peut-être payer... Grâce à quoi ? Pourquoi c'est moins cher ? D'abord parce qu'il y a eu beaucoup plus d'acteurs du recrutement qui se sont multipliés. Et parce qu'il y a une tension, c'est-à-dire que le volume de postes ouverts a diminué par rapport à il y a 12 mois. Et donc on se retrouve avec un rééquilibrage au niveau des prix. Vous pouvez nous donner des fourchettes de prix ? Tout dépend de la solution. Quand on recrute, on a des solutions, ça va de la cooptation, des job boards, donc des sites d'annonces d'emploi. On a des talent acquisition internes qui peuvent faire de l'approche directe. On a des talent partners qui sont des talent acquisition managers, mais qui sont mis en délégation dans nos équipes, donc qui viennent d'un prestataire extérieur. On parle de RPO. On a des plateformes sur lesquelles on va chercher des candidats, sur lesquels qui les ont déjà préqualifiés. Et on a le plus cher, c'est le cabinet de chasse qui va tout gérer, souvent prendre le recrutement à son risque et va par approche directe aller sélectionner, sourcer les différents candidats. À son risque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il assume comme risque ? Il va mobiliser des ressources à ses frais et n'être rémunéré que s'il réussit à trouver le meilleur candidat dans les formules au succès. D'accord. Donc on peut engager 6, 8, 10, 12, 14 000 euros et être rémunéré que si on réussit à recruter. Ouais. Donc c'est la solution la moins risquée, c'est la solution la plus chère. Elle convient sur des recrutements stratégiques, très techniques ou difficiles. Et donc la fourchette, c'est de combien à combien en fonction des solutions ? Ça va de 0 euros ou de 500 euros de prime pour la cooptation à fois 30 000 500 euros fois le nombre de personnes qui ont apporté des candidats. Voilà. Par contre, à chaque fois, il faut mettre de la qualité. Et jusqu'à combien, pardon ? Et jusqu'à 20-30 000 euros. D'accord. Alors en moyenne... pour un poste. Hein. Voilà, sur un poste. C'est-à-dire qu'en moyenne, nous, dans nos recrutements, on place à 60 000 euros des personnes dans la French Tech. Ça va de 40 000 à 200 000 euros.
Il faut compter entre 20 et 25% pour un cabinet de chasse. Donc on va être entre 12 et 15 000 euros. Ok. Après, ce sont des sommes importantes, évidemment, parce qu'on parle juste de de coût pour un seul poste. Mais j'imagine que c'est à ce point critique aussi pour une entreprise. Quel est le niveau de criticité aujourd'hui sur le recrutement ? C'est très simple. Est-ce que votre entreprise est digitalisée ? Si votre entreprise est digitalisée, une partie de votre produit doit exister grâce aux candidats et aux qualités techniques. Ouais. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir la meilleure idée. Si vous n'êtes pas digitalisé, vous n'avez pas de collaborateurs techniques pour développer cette idée, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est critique. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Vous investissez beaucoup dans le recrutement ? Dans le recrutement, on investit à la fois en interne et à la fois en faisant appel à des cabinets. Vous pouvez partager notre budget recrutement, votre budget recrutement ? Oui, aujourd'hui, le budget recrutement sur un profil donné, c'est entre 10 et 20 000 euros pour nous. Merci beaucoup à tous les trois, Thomas Bénard de Data Recrutement, Thomas Vergniaud de Wellcode, Grégory Muratorio de Henry Trip. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour la chronique de Tariq Krim. Deuxième partie de Smart Tech, vous nous rejoignez pour la chronique de Tariq Krim, fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq, merci de nous avoir rejoints. Mes spécialistes du recrutement des applications de tourisme sont restés avec moi. Aujourd'hui, tu voulais partager dans Smart Tech ta réflexion sur la manière dont l'IA et les chats GPT modifient notre rapport à l'informatique. Oui, en fait, la question que je me pose plus simplement, c'est est-ce que le monde dans lequel on vit n'est pas qu'une parenthèse de liberté dans un monde où, on se rappelle le contexte, dans les années 60, les ordinateurs, c'était des mainframes, donc nous n'avions pas accès, on était des fiches perforées, on était totalement décorrélés. Et en fait, l'informatique personnelle démarre notamment avec Doug Engelbart qui invente la souris, les liens hypertextes, et puis la formalisation de tout ça qui va être le Lisa puis le Macintosh, Windows. Et pendant 50 ans, en fait, on a vécu un monde où on avait accès à nos données, on pouvait faire des choses. L'ordinateur est un outil de productivité. Steve Jobs disait cette phrase magnifique, l'ordinateur est un vélo pour l'esprit, donc il nous permet de faire beaucoup plus de choses. Oui, c'est joli. Ouais. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, avec l'arrivée des nouveaux chatbots, est-ce qu'on ne revient pas dans un paradigme où, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle nous désapproprie le contenu et on revient dans un monde où en fait on est juste un pion dans un système qu'on ne contrôle pas, une boîte noire. C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui il y a deux visions qui se disputent. La première, c'est la vision d'OpenAI, c'est un deuxième cerveau en location. Alors on ne sait pas encore combien ça va coûter, on ne sait pas vraiment ce que ça va nous donner comme avantage. Et une autre vision qui commence à se construire en parallèle de ça, qui est de construire des IA personnelles. Donc, à un moment donné, il faudra trancher de toute façon, est-ce que l'IA, ça fait tout et mal, ou est-ce que ça va nous servir à formaliser des points de réflexion, à traduire, à résumer ou à étendre, c'est finalement la même opération, et donc avoir ces pouvoirs dans son téléphone, et donc construire des modèles portables, personnels, comparativement à des Ça fait la différence, ça, de passer justement de l'ordinateur au smartphone ? Oui, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que Facebook a donné là avec ses nouveaux modèles Llama ou Alpaca, la version gratuite de Stanford, c'est qu'en fait, maintenant, au lieu de faire des très, très gros modèles qui coûtent extrêmement cher, donc il n'y aura pas de GPT-5, Sam Altman l'a dit, on va travailler à faire des modèles plus performants et donc possiblement des modèles plus petits. Et donc, la question qui est la question essentielle en informatique, c'est est-ce que c'est un outil pour émanciper l'utilisateur ou est-ce que c'est un outil qui va prendre le contrôle de l'utilisateur, le mettre en autopilote? Et là, en fait, c'est toute la question qui se pose. Et à mon avis, sur la question de l'IA, il va falloir regarder toutes les annonces à travers ce filtre plutôt que telle boîte a levé d'argent, telle boîte fait ci, telle boîte... En fait, c'est vraiment le sujet. Est-ce qu'on a le contrôle d'une partie de l'esprit des utilisateurs ou est-ce qu'on redonne aux utilisateurs plus de pouvoir et donc plus d'outils pour accéder à tout ça? Et il te semble que aujourd'hui, le fait que ce soit disponible pour tout le monde, cet outil ChatGPT que tout le monde peut expérimenter, qu'on puisse l'avoir sur son smartphone très simplement, c'est pas un pouvoir supplémentaire? Tout dépend, parce qu'aujourd'hui, quand on a son ordinateur personnel, imaginons un monde où on ne peut pas écrire de documents, on ne peut pas écouter de musique, on a un service qui le fait à notre place. Bon, on pourrait dire que le cloud est un peu arrivé dans cette direction. Oui. Mais on a encore le contrôle. La véritable question, c'est finalement
le véritable intérêt d'une intelligence artificielle ou d'un chatbot, c'est de se dire qu'elle a du contexte, elle nous connaît, elle apprend. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'écrire des textes à la manière de Mark Twain, par exemple, mais d'écrire des textes ou résumer mes textes, mes documents, les améliorer, faire des recherches en parallèle. C'était l'idée de ce qu'on appelait les agents intelligents autonomes. Oui. Donc, se dire qu'on a une IA qui, en permanence, quand on a fermé son téléphone, va chercher les données, analyse des choses. Pour nous, pour l'instant, tout ce que fait ChatGPT, c'est améliorer une base de données qui appartient à OpenAI. Comme on le disait, OpenAI n'est pas très ouvert, c'est plutôt opaque AI pour l'instant. Donc, Et pour toi, c'est un retour vers le passé? Oui, on revient fondamentalement au modèle du mainframe, ce qui était un peu ce que le cloud nous avait un peu habitués à ça. Google avait commencé à revenir vers ce domaine. Donc, la question, c'est est-ce qu'on amplifie cette direction? Est-ce qu'on reste dans un espace de liberté? C'est là où, à mon avis, les attaques des gouvernements, enfin, en tout cas, de l'Italie et j'espère de la France, vont être intéressantes parce que ça va obliger ces acteurs à comprendre qu'il y a aussi des risques juridiques à opérer le savoir et l'intellect des gens à distance. Merci beaucoup, Tariq Krim, de partager tes réflexions avec nous dans Smart Tech. À suivre notre chronique Où va le web? Si vous vous demandez à quoi sert le métavers, eh bien à faire du shopping. Le métavers, ça sert à faire du shopping. Et oui, faire ses emplettes semble être l'un des usages les plus fréquents des utilisateurs du métavers. C'est l'agence de communication Marco qui nous le révèle. Elle a lancé une enquête mondiale. Résultat, 28% de la population y va exclusivement pour ça. Côté français, plus d'un utilisateur sur 4 a déjà eu recours au métavers pour faire du shopping. Pas mal pour un pays plutôt en retard sur l'utilisation des mondes virtuels. Nous y allons normalement de préférence pour les jeux vidéo, pour 51% des utilisateurs français, et pour les concerts et les expositions artistiques. Mais alors, qu'est-ce qu'on achète dans le métavers ? Eh bien, les vêtements sont à la mode. Selon une étude GetUp, cette fois sur les pratiques d'achat des utilisateurs du métavers, 77% des répondants se disent intéressés par l'idée de faire du shopping pour y acheter des vêtements. Donc, c'est la possibilité qu'offre le métavers de voir des tenues en 3D ou de les essayer qui favoriserait ce choix. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle économie du métavers est une vraie opportunité pour les marques. Bloomberg Intelligence projette un marché à 800 milliards de dollars en 2024. Promesse, des centaines de milliards. Merci à tous de nous suivre très régulièrement. Puis merci à mes invités qui sont restés jusqu'au bout. Thomas Bénard, CEO et fondateur de Data Recrutement. Grégory Muratorio, PDG cofondateur de Henry Trip pour nos week-ends de prolongée du mois de mai. Tariq Krim, fondateur de CodeSouverain.fr. Et Thomas Vergniaud, président fondateur de Wellcode. Je vous retrouve évidemment dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.